Il est 8h20, bonjour Olivier Véran. Bonjour Yves Calvi. Ministre des Solidarités et de la Santé. C'est du jamais vu depuis la mi-juillet. Le taux d'incidence vient de passer sous la barre des 100 cas pour 100 000 habitants. On a l'impression en ce moment en fait que quasiment tous les voyants sont au vert. Est-ce que c'est bien la situation, monsieur le ministre ? La situation s'est considérablement améliorée grâce à la vaccination massive de la population française, grâce au maintien des gestes barrières, à l'attention, à la vigilance des Français, et puis grâce à des outils précieux comme par exemple le pass sanitaire. Il y a encore quelques 10 000 contaminations chaque jour dans notre pays, donc l'épidémie n'est pas terminée. En revanche, nous sommes sur un rythme de réduction, un rythme de croisière, si je puis dire, de moins de 30% Oui. environ sur une semaine. La charge hospitalière en métropole diminue. Nous sommes à moins de 2000 patients Covid en réanimation, donc nous sommes sur une bonne trajectoire qu'il faut poursuivre. On se posait, pardonnez-moi, beaucoup de questions sur la rentrée scolaire. Est-elle réussie d'un point de vue sanitaire ? Quelles sont les remontées effectives que vous avez au ministère là-dessus ? La rentrée scolaire à ce stade est réussie sur un plan sanitaire. Il y a des fermetures de classes et ça, à chaque fois qu'une classe est fermée, c'est évidemment problématique pour les enfants, pour les enseignants, pour les parents, les familles, évidemment. Mais je crois que la situation est assez bien comprise. Si nous devions avoir un impact je dirais, négatif de la rentrée scolaire sur l'épidémie, nous le saurions dans les jours actuels ou les jours à venir. Donc, il est trop tôt pour être optimiste, mais en tout cas, à ce stade, je n'ai pas d'indicateur laissant à penser que la rentrée ait eu un effet négatif sur l'épidémie. Donc, on reste évidemment encore vigilant. Nous en saurons plus d'ici la semaine prochaine. Les 50 millions de vaccinés, c'est pour quand ? On y est presque. On est à 49 850 000. Oui. Donc, c'est l'affaire de 2 ou 3 jours. Vous espérez aller jusqu'à quel chiffre ? Est-ce qu'on a de nouveaux objectifs en termes de primo-vaccinés pour notre pays ? Et dans quel délai ? La France est l'un des pays dans lequel la couverture vaccinale est la plus étendue désormais. On est à près de 9 Français sur 10 vaccinables, vaccinés. Oui. Près de 9 Français sur 10. Souvenez-vous d'où nous partons. Au mois de juillet, 40% de Français souhaitaient se faire vacciner. Nous étions le dernier pays européen, quasiment. Nous sommes aujourd'hui parmi les pays les plus vaccinés au monde, mais je ne m'en satisfais pas. Il y a 57 millions de Français qui sont appelés à la vaccination. Donc j'ai envie de vous dire que plus nous vaccinerons, plus nous aurons de chances de sortir la tête de l'eau pour de bon. Rendez-vous quand pour arriver à ces 55 ou 57 millions raisonnablement je ne me donne aucun objectif en la matière, encore une fois. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes à 90% d'une population qui est couverte, quand vous avez fait mener pendant des mois une campagne vaccinale massive, gratuite, en centre, chez les médecins, chez les pharmaciens, lorsque vous déployez du aller vert dans les quartiers populaires, lorsque vous vaccinez dans les centres commerciaux, dans les écoles, lorsque vous avez des bus itinérants qui proposent la vaccination partout, ça veut dire que vous avez mis à disposition tous les moyens possibles et imaginables. Personne n'a pu passer à côté de ce pays, n'a pu passer à côté de la nécessité de cette vaccination. Aujourd'hui, nous mettons encore les bouchées doubles sur ces publics précaires ou âgés qui ne sont pas encore vaccinés, et on travaille beaucoup avec les professionnels de santé, et nous mettons aussi les bouchées doubles pour assurer dans les bonnes conditions cette 3e dose de vaccin pour les quelques 17 à 18 millions de Français âgés de 65 ans et plus, que j'invite à prendre rendez-vous pour se faire protéger. Alors, le président de la République a-t-il, oui ou non, entrouvert la porte à un assouplissement du pass sanitaire ? Qu'a-t-il voulu dire exactement hier, lors de son déplacement en Eure-et-Loire ? Je le cite, il y a des départements où on va être amené de toute façon à alléger les contraintes, ajoutant qu'on est sur la bonne voie. Vous pouvez nous aider à comprendre ? La pandémie a commencé il y a plus d'1 an et demi. En 1 an et demi, nous avons eu 4 vagues dans notre pays. Et à chaque fois, nous avons pris des décisions pour protéger les Français. Parfois des décisions qui étaient très lourdes, le confinement, couvre-feu. Ensuite, nous avons développé de nouveaux outils efficaces grâce à la vaccination. Le pass sanitaire en est un, les systèmes de jauge, vous le connaissez tout ça par cœur. Et systématiquement, nous avons mis des mesures supplémentaires lorsque la situation sanitaire l'exigeait, que l'épidémie galopait, et nous les avons allégés à chaque fois que la situation sanitaire le permettait, c'est-à-dire que le virus circulait beaucoup moins. Et nous avons toujours fonctionné de manière territorialisée. Souvenez-vous, la liste des départements qui étaient rouges, puis verts, etc. Donc nous sommes exactement aujourd'hui dans la même logique. C'est-à-dire que lorsque la 4e vague portée par ce variant Delta a commencé, nous avons mis en place des mesures de protection des Français. Et lorsque le variant Delta circulera moins, et que nous serons, je dirais, hors d'atteinte de cette vague, alors nous pourrons lever un certain nombre de contraintes progressivement et probablement dans les territoires, en commençant par les territoires les plus verts. Donc vous nous annoncez que l'on va d'une façon ou d'une autre, dans des délais que vous ne pouvez pas qualifier immédiatement, mais lever l'obligation du pass sanitaire. Je vous ai bien compris ? Je ne suis pas en train de vous parler de l'obligation du pass sanitaire en tant que tel. Ça fera partie d'ailleurs de discussions au Conseil de défense et de sécurité nationale le moment voulu. Nous n'y sommes pas à l'heure à laquelle je vous parle. Il y a encore quasiment 10 000 contaminations par jour. Mais je vous redis que notre philosophie, c'est les mesures nécessaires, toutes les mesures nécessaires,
rien que les mesures nécessaires. Il faut les définir, là où monsieur le c'est ministre. nécessaire. Vous savez être parfaitement clair et très précis. Ceux qui nous écoutent ont besoin de savoir, non pas avec des dates immédiates, mais en tout cas, ce que sont les projets. C'est que retire-t-on, que fait-on? Est-ce qu'on conserve le pass? Est-ce que les mesures de distanciation sont maintenues? Où et comment? Où en est-on? Je vous réponds très clairement qu'à l'heure à laquelle je vous parle, avec 10 000 contaminations par jour, les mesures qui sont en vigueur restent les mesures qui s'appliquent et que nous n'avons pas fait d'annonce de réduction des mesures de contrôle de l'épidémie. Donc les propos du président de la République lui ont échappé? Mais pas du tout. Pas du tout. Il répond à une question qui est de dire, est-ce qu'on pourra alléger les contraintes et les mesures? Oui, nous pourrons les alléger progressivement dans les départements où le virus circulera moins. On va le faire de manière progressive le moment voulu. Je vous dis exactement la même chose. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore dans une situation qui permet de réduire les mesures de protection des Français, ce serait un peu trop tôt. Par contre, si nous continuons sur cette dynamique, dans quelques temps, dans pas longtemps sans doute, nous pourrons commencer à envisager d'alléger certaines mesures. Est-ce que ça passera par le pass? Est-ce que ce sera d'autres mesures? Nous le verrons. Pas longtemps sans doute, ça veut dire quoi? 5 000 contaminations au lieu de 10 000? Je n'ai pas de seuil ou de niveau de circulation à vous annoncer aujourd'hui. Tout dépend de la dynamique épidémique. Nous sommes encore en train, je vous le disais tout à l'heure, d'assimiler la rentrée scolaire et de vérifier que cette rentrée scolaire, le retour au travail des Français qui étaient partis en vacances, le brassage de population des Français qui sont nombreux à avoir quitté le Sud pour retrouver le nord de la France, on est en train de vérifier que tout cela ne s'accompagne pas d'une déstabilisation du contrôle de l'épidémie. Si tel est le cas et qu'on continue de baisser de 30%, nous atteindrons à un moment donné des taux d'incidence dans certains départements, dans un premier temps, qui nous permettront de dire est-ce que les mesures que nous avons mises en place sont proportionnées par rapport à la menace ou est-ce qu'on peut les lever? Nous l'avons fait à chaque fois, Yves Calvi, il n'y a rien de nouveau. Non, mais il ne vous a pas échappé que les propos du président de la République entrouvraient des portes. Mais bien sûr. Voilà, donc il est normal qu'on vous demande des précisions. Bien et sûr. Vous nous dites ce matin, on espère y arriver dans des délais qui ne peuvent pas être définis et avec des assouplissements qui sont multiples. Je vous redonne la philosophie qui est la même que depuis le début. Il y a eu des couvre-feux, puis ensuite on les a allégés, puis on les a supprimés. Il y a des mesures de jauge, et puis on les a allégées, puis on les a supprimées. Dit autrement, est-ce que le confinement est derrière nous? Alors, à l'heure actuelle, on est très loin de la nécessité de confiner, puisqu'on est sur une bonne dynamique et que le virus circule moins. Mais encore une fois, c'est 10 000 contaminations par jour, c'est encore des hospitalisations. Hier, il y a eu plus de 70 décès dans notre pays, donc nous ne sommes pas encore complètement tirés d'affaire, mais sur une bonne trajectoire. De toute façon, il suffit de regarder la courbe. Et puis les Français savent parfaitement lire cette courbe. Je pense elle qu'ils était ont montée très haut, en cloche, et ensuite, elle diminue. On est à mi-pente. Donc on continue comme ça. Outre les propos du président de la République hier, l'actualité, c'est l'obligation vaccinale des soignants qui entrait en vigueur. Y a-t-il eu des dysfonctionnements à cause d'absence ou des déprogrammations? Moi, je fais deux constats. D'abord, le premier, c'est que la continuité des soins, la sécurité des soins et la qualité des soins ont été assurés hier dans l'ensemble des hôpitaux et des établissements médico-sociaux. Il y a eu quelques services, notamment des services techniques, et je pense à un service d'IRM ou un bloc de coronarographie qui a pu être gêné pendant quelques heures sur l'ensemble du territoire. Oui. Mais la continuité des soins a été assurée. Et le deuxième constat que je fais, qui est le plus important, c'est que toutes les personnes qui travaillent au contact de Français fragiles ou âgés ou malades sont forcément désormais vaccinés, ce qui veut dire que le risque de contamination au sein même des hôpitaux et des EHPAD est diminué. Il y a eu hier quelques 3000 suspensions qui ont été signifiées à du personnel des établissements de santé ou médico-sociaux qui n'étaient pas encore entrés dans un parcours de vaccination. Nous parlons d'un public de 2,7 millions de salariés. 3000 suspensions ont été notifiées. Un grand nombre de ces suspensions ne sont que temporaires, puisque les retours que j'ai des établissements, c'est que les salariés, d'ailleurs essentiellement du personnel des services supports, très peu de blouses blanches, c'est-à-dire surtout dans les secteurs de blanchisserie ou d'alimentation ou voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et beaucoup d'entre eux ont décidé de se faire vacciner, voyant que l'obligation était une réalité. Vous nous annoncez donc 3000 suspensions. Est-ce qu'on a des chiffres de démission, monsieur le ministre? Il y a quelques dizaines de démissions à ce stade qui ont été recensées dans notre pays. Alors c'était le premier jour hier, je ne dis pas que ça ne va pas, mais on est très loin. J'entendais hier à la radio, peut-être pas la vôtre, mais sur d'autres radios, 200 à 300 000 personnes non vaccinées dans les hôpitaux. En réalité, tout le travail qui consistait à faire remonter les données, faire remonter les passes sanitaires, qui a été effectué, a permis d'augmenter très fortement les chiffres. Par exemple, je crois que c'est au CHU de Rouen, je ne vais pas vous dire de bêtises, 99,7% des salariés sont vaccinés. Et vous savez pourquoi? Et ça ne m'étonne pas, et j'avais dit que j'étais confiant. J'avais dit que j'étais confiant sur cette obligation vaccinale, parce que nous sommes dans un pays avec des droits
et des devoirs, parce que les soignants, ils ont une vocation au service des malades, parce qu'ils ont toujours agi en responsabilité, parce qu'ils connaissent l'obligation vaccinale, ils y ont été soumis pour d'autres maladies avant de pouvoir mettre la blouse blanche. Donc, je reste encore évidemment prudent, c'était le premier jour, nous n'avons pas eu de chaos, loin s'en faut, et les chiffres de couverture vaccinale à l'hôpital et dans les EHPAD sont bien plus élevés que ce qu'ils auraient été sans l'obligation vaccinale. Les EHPAD, parlons-en. Pascal Chanvert, qui représente les EHPAD, vous demande un assouplissement dans ces structures. Il dit qu'il y a déjà de gros problèmes d'effectifs et de recrutement de personnel et que la contrainte vaccinale risque de mettre à mal les EHPAD. Qu'en pensez-vous et qu'avez-vous à lui répondre? Je réponds à Pascal Chanvert, qui a été consulté comme tous les acteurs du milieu des EHPAD. Je rappelle que toutes les fédérations se sont prononcées pour l'obligation vaccinale. Tous les ordres professionnels se sont prononcés pour. Il y a un consensus dans la profession extrêmement large. Je réponds à Pascal Chanvert que la loi, elle s'applique. Nous sommes en République, que cette loi, elle était consensuelle, votée par une très large majorité, y compris des membres de l'opposition, à l'Assemblée nationale et au Sénat, parce qu'elle est juste, parce qu'elle est nécessaire, que nous l'appliquons avec fermeté, mais avec discernement. Et que lorsqu'un soignant, par exemple dans un EHPAD, n'a pas été vacciné à la date d'hier et qu'il se présente au travail, il ne s'agit pas de lui envoyer un courrier, mais il s'agit de le faire venir pour discuter avec lui des causes, des conséquences, Oui. expliquer, rassurer, accompagner. Mais vous savez, les meilleurs ambassadeurs de la vaccination, ce sont leurs collègues. Ce sont les blouses blanches qui ont été vaccinées depuis des mois, parfois depuis 6 mois, voire plus, et qui leur disent « Je vais bien, j'ai été vacciné, fais-toi vacciner, on a besoin de toi dans l'équipe, ne nous lâche pas ». Alors justement, là aussi, dans les EHPAD et pour les personnes à risque, on commence à injecter la 3e dose. Vous l'évoquiez il y a quelques instants. Vous maintenez l'intérêt de ce rappel? Je maintiens l'intérêt de ce rappel chez tout le public des Français qui est appelé à se faire vacciner contre la grippe. Les 65 ans et plus, et les personnes qui sont atteintes de comorbidités, de maladies. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, quand on a plus de 65 ans, on a un système immunitaire, une mémoire immunitaire qui est plus fragile et qui dure un peu moins longtemps. Et donc, au-delà de 6 mois, ce qu'on sait, c'est que l'immunité, elle n'est plus forcément aussi capable de reconnaître le virus et de l'empêcher de rentrer. Et la 3e dose, c'est ce qui consiste à dire au système immunitaire, souviens-toi, ça c'est le coronavirus, s'il vient, tu le butes. Pardon pour l'expression, mais c'est comme ça que ça marche. Et donc, cette 3e dose, elle est vraiment nécessaire. Et j'invite les Françaises et les Français, ils vont recevoir d'ailleurs des convocations de l'assurance maladie, en tout cas des invitations à venir se faire vacciner. Ça monte, mais ça pourrait monter plus vite. Donc, j'invite vraiment chacun, si vous êtes à 6 mois de votre 2e injection, que vous êtes concerné par le rappel vaccinal, à prendre rendez-vous en centre chez votre médecin ou votre pharmacien. Mais il ne vous a pas échappé que l'Organisation mondiale de la santé pense qu'aujourd'hui, il serait plus important d'utiliser ces vaccins pour les pays pauvres et déshérités. Que répondez-vous à cela? Je réponds qu'on fait les deux, Yves Calvi. En évoquant, évidemment, en plus, je dirais, le retour de variants potentiels. On fait les deux. C'est tout à fait une nécessité absolue de vacciner la planète. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Que fait la France? La France, on donne l'équivalent d'une dose par Français, quasiment. C'est-à-dire qu'on est l'un des pays les plus généreux. En tout cas, l'un des pays qui est le plus attentif à la situation de la vaccination dans les pays pauvres qui n'ont pas eu, comme l'Union européenne, la possibilité de passer des contrats avec les laboratoires. Hier, Ursula von der Leyen, pour l'Union européenne, a annoncé 200 millions de doses cédées par l'Europe aux pays pauvres. Le président de la République s'est investi très tôt dans la campagne vaccinale pour faire en sorte qu'on assure la vaccination des populations les plus pauvres et qui n'ont pas accès au vaccin dans les mêmes conditions que nous. Nous faisons les deux, ce n'est pas opposé les uns par rapport aux autres. Nous avons suffisamment aujourd'hui de vaccins et de capacités de vaccination pour faire cette 3e dose chez les Français fragiles et assurer la vaccination du monde. Agnès Buzyn, ministre de la Santé au début de la crise sanitaire, a été mise en examen. Vous êtes vous-même visé par plusieurs plaintes. Est-ce que vous redoutez une mise en examen? D'abord vous dire que j'ai participé. Est-ce que vous y êtes préparé? J'ai même envie de vous dire psychologiquement. J'ai participé à de nombreuses évaluations, et c'est normal l'évaluation en démocratie. Des commissions d'enquête parlementaires, j'ai passé des heures, j'ai vu comme vous les très nombreux commentaires sur la gestion de crise depuis plus d'1 an et demi, sur les réseaux sociaux, des experts, les contre-experts, les éditorialistes, parfois d'ailleurs au détriment de l'intérêt général, avec le mouvement anti-vax qui a pu poser des difficultés. Vous m'interrogez sur la justice, vous connaissez très bien la réponse, Yves Calvi, dans ce genre de situation. On ne commente pas une affaire de justice. Mais si vous m'interrogez sur ma situation personnelle, je suis totalement mobilisé et concentré à ma tâche. Depuis le premier jour, je n'ai jamais pris la moindre décision dont j'ai à rougir. J'agis dans l'intérêt des Français, pour la sécurité des Français, et je continuerai à le faire avec ou sans la Cour de justice. Comment le gouvernement vit ces mises en examen potentielles et réelles en ce qui concerne Agnès Buzyn? On n'a eu aucune réaction pour l'instant. Alors vous
Vous nous dites ce matin, je ne commande pas des décisions de justice, qui est la formule habituelle. Vous comprenez qu'on attend au minimum, je ne sais pas, peut-être même tout simplement une solidarité vis-à-vis d'Agnès Buzyn. Mais moi, je n'ai jamais caché que quand je suis arrivé dans le bureau d'Agnès Buzyn, qui est ensuite devenu le mien, ce 17 février 2020, et qu'il n'y avait alors quasiment pas de virus en circulation, et que l'épidémie était encore une épidémie chinoise, quand je suis arrivé dans ce ministère, j'ai trouvé un dispositif de veille sanitaire, de réaction à la crise sanitaire qui avait été mis en action. J'ai vu des décisions qui avaient été anticipées, et en aucun cas je n'ai trouvé un ministère qu'il fallait totalement construire et bâtir pour faire face à l'éventualité, à l'époque, d'une crise sanitaire d'ampleur. Donc je le dis, moi j'ai été très fier de succéder à Agnès Buzyn. Vous lui apportez votre soutien amical ? Ça se dit simplement. Hein. Je lui ai déjà apporté, je continuerai de lui apporter. Nous sommes à la veille du conseil d'administration qui va statuer sur l'avenir du professeur Raoult. Il est clair pour vous qu'il doit quitter ses fonctions et partir à la retraite ? Il est clair pour moi que ce n'est pas une décision ministérielle, que c'est une décision purement locale de l'Institut hospitalo-universitaire de Marseille, qui est un institut à gouvernance publique-privée avec un conseil d'administration, et ses membres auront à se prononcer. On a commencé avec des bonnes nouvelles, on va terminer avec un sourire. Vous avez pris l'ascenseur d'RTL pour venir en studio. Que vous inspire cette campagne publicitaire qui nous entoure, Revivre ensemble, qui a, je tiens à le dire, un certain succès, mais qui a peut-être pu vous surprendre vous aussi ? Je m'intéresse plus au logo qu'à la photo. Et le Revivre ensemble, et je pense... Vous êtes aux côtés de Didier Raoult et vous souriez tous les deux, en regardant dans la même direction. Figurez-vous que je l'ai découverte parce que j'ai reçu quelques textos le matin où elle est sortie. Je n'avais pas été averti en amont. Très bien. Message reçu, oui. Je l'ai reçu en photo, et puis il m'arrive de traverser quand même Paris, voire Grenoble, et de la voir sur les panneaux de bus. Non, Revivre ensemble. C'est le symbole. Un beau slogan, le symbole n'est pas la photo et pas les gens qui y sont. Le symbole pour moi, c'est les gens qui y sont. Pour moi, le symbole, c'est le logo. Revivre ensemble. Oui. Mais en même temps, on n'a pas cessé de vivre ensemble. Ce que je garde comme image de ces 18 mois, c'est qu'on a été costauds, quoi. C'est pas nous deux, les Français, on a été costauds. Le confinement, les couvre-feux. Beaucoup pensaient que la société allait se déliter, qu'elle allait éclater, que les gens allaient rentrer en conflit les uns contre les autres. On a des antivax qui manifestent toutes les semaines. Certains parlaient de risque de guerre civile. J'entendais d'ailleurs, pardon, ça n'a rien à voir, mais j'entendais Xavier Bertrand faire ses propositions sur la sécurité, dire qu'il y a un risque de guerre civile. Enfin, à chaque fois qu'on veut faire peur, on dit que les Français ne sont pas courageux, qu'ils vont tout d'un coup se mettre se mettre sur la tête les uns les autres. Non, en réalité, le peuple français, il a non seulement eu une capacité d'appréhension, de compréhension du virus, de ses mécanismes, des manières de lutter contre, un respect des gestes barrières, un respect des règles qui n'étaient pas simples et qui étaient inédites, qui a été absolument phénoménal. Donc, revivre ensemble, ça ne veut pas dire qu'on va se rapprocher les uns des autres. Malgré la distanciation sociale, on était proches les uns des autres. On l'est resté. Ce qu'on va faire maintenant, c'est revivre le plus normalement possible. Et peut-être même vivre sans le virus. C'est l'avenir qui nous le dira. En tout cas, je crois qu'on est tous assez motivés. Revivons ensemble. Et dans l'harmonie, ce sera bien entendu ce que nous souhaitons. Merci, monsieur le ministre, d'être venu